Bonjour chers amis, préparer le futur africain afin d'éviter les devoirs du passé est une émission culturelle, économique, sociale, scientifique où nous recevons Laetitia et moi des personnalités hors pair, des personnalités qui ont quelque chose à dire dans un monde difficile, des personnalités qui ont un regard à la fois intelligent et, je dirais, apaisé sur la situation aussi bien de l'Afrique que du monde. Aujourd'hui, c'est une fierté de recevoir l'une de ces personnalités panafricaines, camerounaises en même temps, intellectuelles de surcroît. Eh bien, nous sommes heureux, Laetitia et moi, de saluer le grand intellectuel, le grand débatteur, disons, en la personne de Tedga Simon. Mon cher Tedga Simon, nous sommes fiers de vous saluer. Bonjour. Bonjour, président Lansini Camara. Je vous remercie de m'avoir invité. Alors, la situation au Cameroun, on peut dire préparer le futur camerounais afin d'éviter les déboires du passé. Le Cameroun, un très grand pays, un beau pays. On dit même un pays continent. Quel est votre regard, mon cher Tedga Simon, sur la situation actuelle au Cameroun? Alors, la situation actuelle au Cameroun est préélectorale. C'est-à-dire que les Camerounais vivent la veille du choix du président de la République. Alors, ils vont choisir le 12 octobre prochain. Et donc, voilà la situation du Cameroun. Alors, pendant cette préparation, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a quelques petits problèmes qui se sont manifestés, qu'on a donc pu constater quand il a fallu choisir les candidats qui doivent concourir. Et cela est un problème que les Camerounais affrontent actuellement, puisque il reste quand même, pour ceux qui n'ont pas passé le stade de candidat, des choses à faire, des choses à dire pour que l'élection présidentielle à venir soit pour eux également un moment fort de la vie du pays qui est le nôtre, le Cameroun. Alors, c'est tellement simple. Est-ce que Paul Biya, en votre âme et conscience, après plus de 40 ans de pouvoir, est-ce que honnêtement, il a le droit de se présenter pour se succéder à lui-même, en votre âme et conscience? À mon âme et conscience, et compte tenu de ce que vous venez de dire sur le Cameroun, j'ajouterai que c'est un pays phare en Afrique centrale, un pays stratégiquement et même géopolitiquement très important pour l'Afrique, puisque même le guide Kadhafi ne s'était pas trompé quand il a voulu faire les États africains. Quand il voulait réunir les États africains, il a pensé au Cameroun, ce qui veut dire que le Cameroun est très important. Donc, quand on est président du Cameroun, on a des responsabilités. Et je pense qu'un homme de valeur comme Paul Biya aurait dû, à un moment donné, se dire que pour servir le Cameroun réellement, il fallait laisser ce pays à d'autres, puisqu'il avait montré déjà ce qu'il pouvait faire pour le Cameroun. Au bout de 43 ans, je pense qu'il n'apportera plus grand-chose à notre pays. Alors, il y a le prêtre de Douala qui a même dit que la candidature de Paul Biya est une erreur. Entre-temps, nous avons conseillé à des Camerounais de faire comme les Tunisiens. À l'époque, quand la mafia qui était autour de Bourguiba entendait coûte que coûte soutenir la candidature de Bourguiba à plusieurs mandats, ils ont dit on fait venir des médecins, à la fois tunisiens, panafricains et européens, pour constater que Bourguiba n'est plus
valide. Bourguiba n'est plus responsable de ses gestes. Est-ce que les Camerounais peuvent faire ce même type de constat? Et après, je passe la parole à Laetitia, qui a des questions pointues à vous poser. Ben, je pense que ce serait un bon moyen de faire en sorte que les choses se fassent de façon apaisée. Mais vous avez parlé de la Tunisie. C'est un peuple qui est différent du peuple camerounais, qui a ses habitudes, ses us, ses coutumes, ses rites politiques que nous n'avons pas au Cameroun. Le Cameroun, il faut le dire, c'est une autocratie. Et dans une autocratie, ce qui compte, c'est la force. Donc, celui qui a l'armée s'impose. Donc, tant que l'armée camerounaise reste derrière le régime, il ne faut pas s'attendre, malheureusement, à ce type de solutions qui sont à encourager. Mais malheureusement, il faut être réaliste. Ça ne se fera pas au Cameroun. Laetitia. Alors, merci beaucoup pour ces propos. Moi, je rejoins le point du président Lansiné, à savoir est-ce qu'on peut voir des changements. Aujourd'hui, nous, on apprend que le parti Univers mené par Akerimuna, que nous avons aussi eu la chance de recevoir sur le plateau, a lancé une requête officielle auprès de la Constitution pour invalider la candidature du président, donc de M. Biya. Certains propos mis en avant pour pouvoir appuyer juridiquement les faits sont que, d'une part, ça fait comme très longtemps, il le juge comme inéligible, comme aujourd'hui, comme vous l'avez souligné aussi, dû son grand âge, la capacité à diriger, que depuis plusieurs années, depuis un grand moment, ça fait longtemps que le peuple camerounais ou même la sphère publique ne l'a pas vu physiquement porter ses responsabilités. Donc maintenant, quand on voit ce type d'éveil, est-ce que selon vous, ces impacts qui vont directement auprès des instituts qui ont le pouvoir de décider et de peut-être changer la donne, pensez-vous que ça va avoir justement un réel impact pour ces élections le 12 octobre ou est-ce encore un acte qui certes peut être valeureux, mais encore une pierre jetée dans l'océan? Bon, écoutez, moi, je vais essayer de scinder votre question en deux. Je vais d'abord parler de la pétition et ensuite je parlerai des auteurs. Je pense que la pétition en elle-même a valeur de symbole. C'est-à-dire que on constate qu'on ne voit pas le président. Même ses ex-ministres, donc certains ont démissionné pour cette raison précisément. Chiroma l'a dit, Bouba Bello l'a dit, c'est parce qu'ils ne voient pas le président, avec qui ils ont noué des rapports qui font qu'ils étaient leurs ministres. Donc là, comme ils ne le voyaient pas, donc je pense que c'est ce souci-là qui pousse les gens à se dire, est-ce qu'en fait, nous sommes en train de nous battre, mais est-ce que vraiment le président est prêt, puisqu'on ne le voit pas, puisqu'il ne se manifeste pas? Donc, de ce côté-là, je comprends parfaitement qu'on veuille lancer une pétition pour lui demander, parce que c'est une demande en fait. On lui demande parce qu'il n'y est pas obligé. La Constitution l'autorise à se présenter autant de fois qu'il veut, tant qu'il est vivant. Donc, il peut ne pas suivre ce que je peux appeler conseils ou des supplices, on est en train de le supplier, il peut ne pas le suivre. Maintenant, je vais parler des auteurs de cette pétition, puisque vous en avez cité un, au moins. Je pense que je ne mets pas en doute ce que vous venez de dire. Je considère que ce que vous avez dit est vrai. Je n'ai pas pu le vérifier, mais je vous fais confiance, vous êtes une journaliste. Je pense qu'un candidat à l'élection présidentielle doit attendre le moment des urnes pour battre un adversaire. Il ne peut pas, lui, prendre sur lui de l'invalider, demander à l'invalider publiquement. Donc, je pense que si vraiment Maître Akerimuna a fait cette démarche, je pense qu'il faut qu'il la laisse aux activistes. C'est aux activistes de faire cette démarche. Lui, en tant que candidat, doit se battre pour
que dans les urnes, Paul Biya soit minoritaire, y compris en créant une coalition ou en encourageant une coalition suffisamment forte pour obliger le régime à tricher. Et donc, après la fraude, on peut supposer qu'il peut y avoir des mouvements ou des événements qui peuvent échapper au régime. Mais justement, parce que certes, c'est un candidat, mais c'est un avocat avant tout. Et comme on l'a dit, aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans que le pouvoir est tel quel, que le Cameroun, on l'a dit, c'est un pays continent avec énormément de richesses, mais où on observe peut-être peu, et pour des raisons qui sont propres, justement d'avis qui vont pouvoir marquer des changements concrets contre un régime. Donc, est-ce que c'est pas aussi ce qu'on attend, même s'il est candidat, mais tout simplement déjà d'un citoyen camerounais qui, de par ses fonctions, de par son histoire et ce qu'il a pu construire, justement, met à profit du pays, comme avocat, des points juridiques que tout activiste aussi avocat l'aurait pu faire pour pouvoir faire avancer peut-être les choses, les élections étant le 12 octobre. Oui, vous savez, Laetitia, là, il faut éviter la confusion. Il est avocat, maître Akerimuna, mais il est candidat à l'élection présidentielle. Alors, qu'est-ce qui prime actuellement en ce qui concerne M. Mouna? C'est le fait qu'il est candidat à l'élection présidentielle, pas le fait qu'il est juriste. Non. Donc, moi, je pense que cette question d'invalidation, il doit, lui, la confier aux avocats, comme lui, à ses compères, à ses collègues, qui, eux, ne sont pas candidats à l'élection présidentielle. C'est tout. Moi, je trouve que la demande, elle est normale, elle est justifiée, compte tenu de ce qu'on a dit du pouvoir des Yaoundé, mais qui doit être l'auteur d'une telle pétition? Là, j'ai des doutes que ce soit un candidat qu'il fasse. Alors, mon cher maître, nous allons poser une question que nous posons à tous ceux qui passent sur ce plateau, surtout quand ce sont des Camerounais. Est-ce que vous êtes d'accord qu'une fois l'élection terminée, quelle que soit la personnalité qui sera élue, que le corps d'Amadou Ahidjo quitte Dakar pour Yaoundé? Oui. Alors oui, pourquoi? Parce que il faut savoir pourquoi il faut dire oui. Le président Ahidjo est le premier président du Cameroun. Et il sera le premier président, quels que soient les événements à venir. Donc, il marque l'entrée du Cameroun sur la scène internationale. Je pense que les gens ont tendance à l'oublier. C'est-à-dire que le Cameroun devient indépendant avec Ahidjo. On ne va pas parler de l'histoire du Cameroun, comment on a obtenu l'indépendance. Non, on ne parle pas de ça. Donc, c'est quelqu'un qui représente le Cameroun indépendant. Donc, il a une force sur le plan de l'histoire qui fait qu'il faut absolument que son corps repose au Cameroun, pas ailleurs. Je pense que son esprit n'a pas le droit de divaguer, je ne sais où, à Dakar, où il faut qu'il soit parmi nous, parmi ses enfants, enfin, Avant de passer la parole à Laetitia, Kanto a fait un tabac, qu'on l'aime ou pas, à la place de la République. Il y avait plus de 400 panafricains, sénégalais, maliens, camerounais, bien sûr. Il a fait un tabac. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de débordement. Moi-même, j'avais peur quand j'ai vu autant de monde. Et l'indiscipline des Camerounais, je me suis dit, mon Dieu, ils vont peut-être perturber la séance et les prises de parole. Mais non, les Camerounais se sont très bien comportés. Kanto a très bien posé bien des questions. Il a dit, si je suis élu, il n'est pas question de faire ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Paul Biya ne sera ni inquiété, ni poursuivi, et encore moins sa famille. Donc, ce Kanto, entre-temps, mon cher ami, est retoqué, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que, tout d'un coup, par un tour de passe-passe, on dit « Oh, Kanto,
tu ne peux pas être candidat. Comment vous pouvez juger? C'est une erreur, à mon avis, constitutionnelle. Un candidat comme Kanto n'a pas à être invalidé parce qu'il est populaire. Et je fais même une sorte de parallèle entre ce qui s'est passé au Sénégal avec Ousmane Sonko et Kanto. Est-ce que le fait même d'avoir dit non à la candidature de Kanto n'est pas une erreur? Bah, je pense qu'il faut toujours utiliser les référentiels. J'ai dit tout à l'heure que le Cameroun était une autocratie. Totalement. C'est-à-dire que c'est un régime qui vit par la force, qui survit par la force, et la loi, elle est relativisée en fonction des circonstances. Donc, on peut dire sans se tromper que Maurice Kamto a subi la loi de l'autocratie, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il soit candidat, on ne voulait pas qu'il soit candidat, il ne le sera pas. Je viendrai maintenant sur le parallèle avec Sonko. C'est là où j'ai un peu de regret. Le regret que j'ai, c'est que quand Sonko s'est trouvé empêché de participer à l'élection présidentielle, il a sorti quelqu'un du chapeau, Diomaye. Alors, c'est peut-être là où il y a une petite erreur, petite faute stratégique de Kamto qui savait qu'il faisait face à un pouvoir qui ne pouvait pas, à moins qu'il soit obligé, forcé, ne pouvait pas le laisser facilement. Il aurait pu peut-être préparer quelqu'un. Hein? Au cas où lui sera empêché, on sortirait cette personne-là. Mais ce n'est pas facile, c'est vrai, puisque son parti politique était déjà mis à l'écart. Donc, il fallait vraiment trouver énormément de moyens. Et c'était un scénario quand même assez compliqué pour lui. Mais dans le cas de Sonko, c'était plus facile. Je pense que tous les deux étaient dans le même parti. Donc, il y en a un qui était devant, l'autre derrière. Dans le cas de Kamto, le parti était tout simplement interdit de participer. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, encore là, je mets un bémol. Je pense qu'on n'a pas voulu qu'il soit candidat. Il n'a pas été. Alors, avant de passer la parole une fois de plus à Laetitia, qui est elle-même camerounaise, quelle est aujourd'hui la place de la jeunesse dans la situation difficile actuelle? Est-ce que les jeunes Camerounais sont décidés de contribuer au changement de qualité qu'il faut imposer par les jeunes? C'est ça. C'est-à-dire que l'avenir, ce sont les jeunes. C'est ce que les Sénégalais ont fait. Les jeunes sont sortis. Ils disent, nous voulons un Sénégal nouveau, avec des hommes nouveaux, des femmes engagées, et par conséquent, nous nous prononçons contre, si vous voulez, le refus qui avait été au départ envisagé par Macky Sall. Est-ce que les jeunes Camerounais qui sont ici, qui sont à Douala, qui sont à Yaoundé, à Bafoussam et autres, sont décidés aujourd'hui à prendre leur destin en main à l'occasion de cette élection présidentielle? Ouais, je suis vraiment navré de te le dire. Cher Lancidé, les jeunesses africaines ne se ressemblent pas. C'est dommage parce que je pense que la jeunesse de Douala n'est pas la jeunesse de Dakar, n'est pas la jeunesse d'Abidjan, n'est pas la jeunesse de Niamey, etc. Pourquoi? Parce que quand on va au Cameroun et qu'on voit dans quel état se trouvent les jeunes, on se demande pourquoi ils ne se révoltent jamais. Pourquoi il n'y a pas un sentiment de révolte, de dire non, c'est trop. Pourquoi ils acceptent une situation qui, malheureusement, dure et fait que un jeune qui a 50 ans aujourd'hui a connu un seul président. C'est-à-dire, pendant 43 ans, il a eu il est passé de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, quasiment vers la retraite avec le même président, et rien ne s'est passé. Donc, quand on parle des jeunes du Cameroun, je suis vraiment très réservé pour te dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais espérons que cette fois-ci,
vu les circonstances que je peux décrire rapidement, nous sommes en fin de régime. Nous avons un président qu'on ne voit plus. Nous avons une situation sociale toute explosive. J'espère qu'on aura quand même le réveil de cette jeunesse camerounaise. Ce n'est pas perdu. Attendons. Laetitia. Justement, sur ce parallèle-là, comme vous l'avez si bien dit, la jeunesse camerounaise, dont celle qui est sur ses 50 ans, la génération des 50 ans, a connu le même président. Avant cette génération-là, c'était justement nos parents aujourd'hui qui, eux, ont connu le Cameroun sous la colonisation et qui ont connu la décolonisation. On sait maintenant aujourd'hui, puisque le président Macron s'est exprimé à ce sujet, de dire qu'il y a eu quand même des crimes commis contre les Camerounais, des crimes contre l'humanité. Et on sait très bien que les crimes, ça laisse des traumatismes. Donc aujourd'hui, le fait que personne n'agisse, puisque le seul exemple qu'on a de Camerounais qui se sont exprimés, c'est ce qu'on appelle les maquisards et les indépendantistes. Est-ce qu'il n'est pas là aussi le problème de fait que pendant plus de 40 ans, on observe une même dynamique, donc d'avoir très peu de personnes qui s'expriment ou ceux qui se sont exprimés se sont fait massacrer? Est-ce qu'il n'y a pas là justement un travail aussi au niveau de la société civile, pour parler de toutes les générations, où nos pères qui ont connu l'avant et après puissent aussi peut-être montrer à la jeunesse d'aujourd'hui comment peut-elle s'exprimer afin que sa voix compte, puisque on est scientifiquement parlant, on sait que les traumatismes, ça a des impacts, qu'on le veuille ou non. Donc, est-ce qu'il n'est pas aussi temps que nos pères qui ont eu la chance de pouvoir connaître l'avant-après et de savoir comment peut-on agir en évitant les déboires du passé, donc dans la paix, prennent aussi la parole et de solliciter cette jeunesse-là qui a envie de changement, puisqu'on a quand même au sein des électeurs Cabral Libby, qui est l'un des plus jeunes candidats, puisque je ne me trompe, il a 37 ans si je ne me trompe pas. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi un besoin de s'organiser aussi entre nous, en n'attendant pas que ça soit un jeune qui le fasse ou un ancien, mais qu'au niveau de cette société civile qui a le pouvoir, de voir comment cette transmission aussi du changement et d'agir pour le changement peut se faire? Merci beaucoup d'avoir convoqué la France dans notre débat. Parce qu'on ne peut pas parler de l'État du Cameroun sans penser à la France. Parce que pour moi, la France est responsable de l'État du Cameroun que nous connaissons, que nous venons de décrire. On peut parler d'une indépendance ratée. C'est-à-dire que nous avons combattu la France en revendiquant notre indépendance, mais nous avons été vaincus. Et la France nous montre jusqu'à présent que c'est elle qui a les manettes chez nous et que même si là nous invitons la jeunesse à agir, à réagir, il y a comme une sorte d'épée de Damoclès au-dessus qui est la France, qui tient le régime, qui tient l'armée. Alors je vous rappelle que la plupart des officiers camerounais sont formés en France. Et qu'est-ce qu'on leur inculque? On leur inculque quand même une certaine compréhension du pays de l'ex-colon. Et je pense que il faut que la France comprenne que nous arrivons à un moment où la jeunesse africaine va, dans tous les cas, libérer l'Afrique. Et que prolonger une sorte de force secrète, aider les présidents qui veulent toujours garder la mainmise de la France sur nos pays, c'est quelque chose qui va bientôt révolu. Et ce serait bien qu'il commence à changer de paradigme, à voir les choses autrement et même à inventer notre type de relation avec les Africains. Parce que effectivement, il y a beaucoup de choses qui se font chez nous aujourd'hui parce que la France a toujours besoin de nous. Et comme c'est la France qui a placé la plupart des présidents à la tête de nos États, elle a intérêt à tout faire pour les maintenir
de me tenir au pouvoir. Alors, monsieur... Mais, oui, non, allez-y. Je vais terminer Bien parce sûr, qu'elle vient à la bien jeunesse et à la société civile, parce que c'est très important. Vous ne pouvez pas aujourd'hui changer quoi que ce soit, à mon avis, sans la société civile. Parce que tous les changements qu'on a pu constater en Afrique, je ne veux pas les citer, tous ces changements viennent de la société civile, viennent de la jeunesse. Donc, effectivement, il faut que la société civile s'organise, il faut que les anciens et les jeunes se coalisent pour trouver le chemin, les chemins, les voies et moyens de changer, de faire en sorte que les régimes qui nous font souffrir, ces régimes-là, à un moment donné, baissent les bras, enfin, arrêtent, cessent d'exister chez nous. Je crois savoir que Macron n'est pas d'accord pour cette nouvelle candidature de Paul Biya. Je crois savoir, par des sources de renseignements, qui disent que Macron dit, en bas en tout cas, à voix basse, respectueusement, que Paul Biya est trop vieux pour continuer à gouverner le Cameroun. Ça, si c'est vrai, ça c'est déjà pas mal. Ensuite, la France, qu'on l'aime ou pas, il y a la justice française qui ne tolère plus n'importe quoi. Je vous cite le cas de Sarkozy, quand il a fait assassiner Kadhafi. Sarkozy, Bernard-Henri Lévy sont complices de l'assassinat de Kadhafi. Ils l'ont d'abord diabolisé en disant c'est un dictateur, c'est un dictateur. Et Kadhafi déjà nous avait prévenu que quand la France veut éliminer un chef d'État, la Libye mangeait, les Libyens mangeaient, ils étaient chauffés, ils avaient l'électricité, il y a même des Libyens qui ne travaillaient pas, qui vivaient au crochet de l'État. Eh bien, puisqu'il y a le pétrole libyen qui intéressait la France, Sarkozy et Bernard-Henri Lévy et les médias, je dirais, de désinformation. Il y a des médias de désinformation qui font beaucoup de mal en Afrique. Et ça, je peux vous le dire en toute connaissance de cause. Ils ont diabolisé Kadhafi, ils l'ont éliminé. Mais alors, mon cher maître, c'est la justice française qui s'est montrée à la hauteur de la tâche. Et ça, c'est le lieu de rendre hommage à cette justice française, qui un jour a dit, mais Sarkozy, tu as peut-être touché l'argent de Kadhafi, tu as peut-être été parmi ce qu'on appelle les gens qui prennent les dessous de table et on te gratifie avec ce qu'on appelle un bracelet électronique. C'est le lieu, le moment de rendre hommage à cette justice française. Donc, je dis que le moment est venu pour que les choses changent parce que la justice française ne peut pas accepter qu'on maintienne au pouvoir des dictateurs qui ne sont que des fossoyeurs. Malheureusement, il y en a eu beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes avec cette justice française et j'espère, et je le dis haut et fort, que vous, grands intellectuels, vous devez venir avec nous pour dire qu'il faut faire même le procès symbolique de Kadhafi et de Sarkozy. J'avais proposé par écrit, Laetitia a vu les lettres et je vais te les montrer, qu'il fallait faire ce qu'on appelle le procès symbolique de Sarkozy dans un pays africain, pour avoir trempé dans la magouille qui a fini par assassiner Kadhafi. Donc, il n'est pas tard pour bien faire. Nous sommes, vous et moi, à un certain âge, nous devons être comme les Cheikh Anta Diop, les Mogobeti, les Félix Mouillet, dire que trop, c'est trop, qu'avec la nouvelle génération, le changement devient possible. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, je suis d'accord avec ton point de vue sur la justice française, mais je fais partie de ceux qui séparent le peuple français de l'État français. Absolument. Exactement. Il faut toujours faire cette séparation parce qu'on n'a rien à reprocher aux Français qui vivent en Hexagone, qui ont leur travail, qui vivent je ne sais où, qui savent même pas quand on a décidé d'aller envahir tel ou tel pays ou tuer tel ou tel président. Ces gens-là, je pense qu'il faut les respecter. Et j'en viens à leur justice. Parce que la justice,
elle répond au peuple, elle fait la justice, si je puis me répéter ainsi, elle est rendue au nom du peuple français. C'est pour ça qu'on la trouve juste. C'est pour ça qu'elle est capable de condamner un ex-président de la République qui a commis des crimes. Parce que cette justice, elle est rendue au nom du peuple. Ça, c'est la première des choses. Absolument. Alors, la deuxième des choses, tu dis, est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'on ne peut... Oui, il y a des choses à faire, il y en a même beaucoup. Mais, attendons, on a commencé à voir les choses changer dans certains pays. Je pense que, même si ce ne sont pas les pays modèles, je vais parler de l'AES, mais on a vu des jeunes se lever, dire être contre, suivre, même si ces pays, encore une fois, on voit maintenant que les choses ne sont pas simples. Je ne désespère pas que notre jeunesse aussi se lève et dise non, c'est fini. Mais c'est vrai qu'on a besoin de la bonne conscience de la France. Parce que, comme tu disais, dans l'histoire, il faut qu'à un moment donné, une puissance se dise, voilà, on a commis beaucoup de fautes, on a fait ci, on a fait ça, il est temps quand même qu'on fasse notre agimento pour que, finalement, on ne soit pas vu comme des diables sur cette terre. Et je pense que la France a tout intérêt à le faire, parce que la démographie africaine, c'est une démographie qui est très dynamique, va certainement poser des problèmes si il n'y a pas changement de paradigme. Mon cher maître, je suis très content que vous ayez abordé bien des problèmes. Je vais vous dire quelque chose. La Guinée-Conakry, mon pays, a été le pays qui a été étranglé par la France-Afrique. Sékou Touré, qu'on l'aime ou pas, était un panafricaniste, un patriote. C'est quand les Français, dès les premières heures de l'indépendance de la Guinée-Conakry, ont dit qu'il faut le terrasser. Il faut faire ce qu'on appelle un exemple. Sékou Touré et son régime doivent être étouffés. Ils ont payé des gens comme Jacques Foccart pour faire la manœuvre, pour déstabiliser le pays, envoyer des faux billets. Au point que Sékou Touré, quand il a compris, alors que naïvement il pensait qu'une fois la Guinée indépendante, qu'il allait travailler avec la France de De Gaulle. C'est-à-dire De Gaulle a libéré la France, il sait ce que c'est que le nazisme. Donc, la Guinée-Conakry se libère du colonialisme français, mais va coopérer avec cette France. Ils l'ont étranglé. Alors, Sékou a perdu son sang-froid. C'est-à-dire que quand il a créé le camp Boiro, il ne fallait pas laisser mourir beaucoup de Guinéens. Je le dis, je l'ai écrit, il ne fallait pas laisser mourir les Téli et autres au camp Boiro. Il fallait dire, maintenant vous avez travaillé à un moment donné avec la France, je vous ai mis en prison 2 ans, 3 ans, je vous libère, mais on ne les tue pas. C'est d'ailleurs ce qui a fait ma rupture avec Ahmed Sékou Touré. Mais, quand ceux qui ont pris la place après Sékou Touré, auxquels j'avais confiance, en disant qu'ils ont tiré des leçons et que maintenant, Sékou n'étant plus là, on va travailler avec la France et pour la bonne gestion, pour le bonheur du peuple de Guinée, puisque eux, ils n'ont plus la même pression que faisait la France. Mais ceux qui ont succédé à Sékou ont été pires. Ils ont ouvert le camp Boiro de la misère, de la corruption. Et oui, tous ceux qui sont venus après Sékou Touré n'ont fait que s'enrichir de manière opaque, de manière inacceptable, et ont mis finalement le pays à genoux. Maintenant, je vous pose la question. Aujourd'hui, au Cameroun, celui qui sera élu, est-ce que, honnêtement, il va éviter de faire à la fois les erreurs de Sékou en Guinée, c'est-à-dire, il ne faut pas non plus aller dans l'excès de règlement de compte, mais en même temps, celui qui sera élu, est-ce que enfin, ce sera l'homme de la gestion et de grands progrès économiques au Cameroun?
Je vais être honnête avec vous, cher Lassé, que je respecte, parce que vous êtes l'un des plus grands journalistes africains que je connaisse. Je pense que le Cameroun n'est pas sur cette voie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, quand on dit l'homme qui sera élu, je suppose que dans ton esprit, c'est pas Paul Biya. Tu es en train de parler de quelqu'un de différent. Parce que sinon, avec lui, on sait ce qui se passe. Donc, avec lui, on ne découvre plus rien. Il a fait 43 ans. On a vu ce que son régime était capable de donner au Cameroun. Là, tu supposes qu'on a quelqu'un d'autre qui arrive et tu me demandes si cette personne sera capable d'éviter les erreurs que tu viens de dénoncer par rapport à Ahmed Sékou Touré. Sékou Touré, c'était un grand Africain. Ce sont les fondateurs de l'Afrique moderne. Totalement. L'Afrique politique moderne a été fondée par Nkrumah, par les Sékou Touré. On peut même mettre Ahidjo, puisque ce sont les gens qui viennent au moment où l'Afrique vraiment commence à avoir le soleil. Donc, il fait partie de ceux qui ont fondé l'Afrique. Et c'était un révolutionnaire. C'est quelqu'un qui a dit non à De Gaulle. Tu vois quelqu'un au Cameroun qui dit non pas à De Gaulle, même à Macron. Non, mais je te pose la question. Je comprends. Je ne pense pas. Je pense pas. Nous avons, tout à l'heure, Laetitia l'a dit, nous avons des jeunes, il a cité le nom de Cabral, un jeune homme qui commence en politique, pas qui commence, parce qu'il a été, il est député, il a même été présenté, il a en 2018. Voilà, en 2018, il était candidat, il a eu, je crois, 5% ou 6%, enfin, on lui a donné, ou il a eu, bon, c'est la même chose. Je pense qu'il a été crédité d'un score qui n'était pas égal à 0. Bon, maintenant, est-ce que ces jeunes-là sont formés politiquement? Quand on pense à des gens comme Sékou Touré, la réponse, cher Lansine, c'est non. C'est non. Les épreuves que les Sékou ont connues, les gens qu'ils ont rencontrés, la façon de sentir l'Afrique, de sentir leur pays, ce que le pays leur représentait pour eux. Est-ce que ces jeunes-là de TikTok et autres ont la même sensation de leur pays? Est-ce qu'ils voient les choses de la même manière? Moi, je ne vais pas rêver. Ce qu'on veut, ce qu'on attend, ce qu'on espère, avec cette génération qui fatalement va arriver, il faut que le régime de Yaoundé sache que le temps aura raison sur lui, puisque dans tous les cas, il y a la finitude dans la vie, il faut penser à la fin. Donc, cette fin-là aura lieu, et à ce moment-là, est-ce que nous avons des jeunes qui vont répondre aux attentes que tu viens d'évoquer? Il faut vraiment qu'ils y travaillent, parce que pour le moment, ils n'ont pas encore l'épaisseur nécessaire pour ça. Mais soyons optimistes, il y a encore des choses à faire. Le monde a changé, le monde est beaucoup plus ouvert. On sait à l'instant T ce qui se passe partout dans le monde. Ça, on apprend énormément, on apprend plus vite qu'avant. Donc, s'ils ont un peu d'amour, et j'espère qu'il y en a qui aiment leur pays, ils auront les moyens de le gérer différemment de ce qu'on a connu. Parce que ce que tu disais, et cher Lansine, je connais la Guinée, que j'aime beaucoup, avec tout le monde que j'ai rencontré là-bas. Kambouaro, qui est un symbole de la Guinée, à la fois forte mais chancelante également, parce que il s'est passé beaucoup de choses au Kambouaro. Mais vous avez parlé de Kambouaro économique et social. C'est-à-dire que les gens sont mis à détourner, à s'enrichir, à ne même pas penser au peuple. Alors que Sékou Touré, c'était l'homme du peuple. Il voulait son peuple. Il a commis des erreurs, Sékou. C'est sûr. Tu viens de les énoncer. Mais rapidement. Ben, moi, le dernier message, ce serait plutôt vous demander, puisqu'en tant qu'intellectuel, on parlait de tout à l'heure justement de l'union entre nos pères et la jeunesse. Là, aujourd'hui, à la jeunesse qui nous regarde, aux Camerounais qui nous regardent, quel serait vraiment le conseil avisé, éclairé, que vous pouvez nous donner pour que le 12 octobre,
pour toutes ceux et celles qui se lèveront et qui porteront leur voix, et même avant, puisque s'il y a des actions à faire afin de pouvoir justement animer dans une bonne direction, quels sont les mots que vous pourrez donner, partager, qui permettraient d'appuyer justement? Oui, il y a une expression qui n'est pas simple, mais qu'il faut quand même dire. Je dis d'abord à la jeunesse de ne pas avoir peur. Ça, c'est la première des choses. N'ayez pas peur. Deuxième chose, puisque vous aimez votre pays, regardez parmi les candidats qui se présentent, celui qui vous paraît pouvoir répondre à vos attentes et votez pour lui. En troisième lieu, vous ne pouvez pas développer votre pays si vous ne vous êtes pas engagé. Donc, il faut absolument que la jeunesse, actuellement, se dise que le Cameroun, c'est leur seul pays et il faut qu'ils participent au développement du Cameroun. Il y a les élections, c'est vrai, mais il y a aussi le civisme. Il faut, par exemple, que ce que les gens peuvent faire dans leur ville, dans leur village, et qu'ils le fassent aussi. Il y a des responsabilités citoyennes. On ne le dit jamais assez. Il faut que ces responsabilités citoyennes soient assumées par les citoyens, en dehors de l'État. Donc, pour résumer, il faut, puisque vous voulez un nouveau Cameroun, choisir le candidat qui peut vous apporter ce Cameroun-là. 2, préparez-vous à être face à la force qui vous empêchera d'atteindre vos objectifs et soyez courageux. Alors, nous arrivons à la fin de cet entretien sympathique et cordial. Nous remercions l'intellectuel camerounais panafricain Tedgar Simon et nous disons surtout aux chefs religieux et surtout aux chefs traditionnels, surtout les chefs traditionnels qui ont quand même la voix au chapitre, de tout faire pour que l'élection se présente dans de très bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de barbarie, qu'il n'y ait pas de violence, mais surtout que ce soit un candidat crédible qui soit élu une fois pour toutes. Merci, chers amis. À très bientôt.